Alors Éloi, c'est donc une partie où Anatoly Karpov a les blancs, et donc il rencontre Judith Polgar lors de la deuxième partie du tournoi. Oui, tu as bien résumé la partie qu'on va regarder. Alors maintenant, je voudrais un peu changer le concept de partie tel qu'on l'a précédemment vu. C'est-à-dire que pour que ça soit plus abordable pour les spectateurs, pour les internautes qui nous regardent, m'attarder sur les quelques moments importants de la partie et non pas commenter chaque coup avec des variantes, puisque là, ça devient un peu fouillis, un peu complexe à gérer. Donc, simplement s'attarder sur les points intéressants pour pouvoir les expliquer bien en détail. Donc, ici, le premier moment que j'ai choisi, c'est plus tard dans la partie. C'est-à-dire que la défense Nimzovic qui a été jouée, on l'a déjà commenté la semaine dernière avec Arnaud Auchard, bien en détail. Et ils ont rejoué ici la même variante. Qui semble très favorable pour les blancs ces derniers temps, non? Qui semble assez favorable pour les blancs, ouais. D'autant plus qu'Arnaud Auchard avait fait une belle démonstration de paralysie du jeu noir, qui sont en fait complètement similaires. Donc au 7e coup, Judith Polgar joue fou A6, qui est nouveau comparé à la partie d'Arnaud Auchard, il y avait fou B7. Je crois que ce fou A6, d'ailleurs, c'est un essai, quoi, à titre théorique. Je crois que c'est un essai pour essayer de revitaliser la variante, parce que fou B7 donne un bon avantage aux blancs, quoi. Voilà. D'accord, donc personnellement, moi j'ai pas bien compris l'idée réelle de ce 7e coup fou A6. En tout cas, ça n'a pas changé les coups des blancs, qui continuent à jouer donc 8 E3. Les noirs se développent de façon tout à fait normale avec D6. La Karpov joue B4, cavalier BD7, et maintenant au 10e coup, il joue F3. Alors c'est ici que je voulais m'arrêter, puisque là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Karpov a joué quand même 6 coups de pion, et n'a sorti que 2 pièces. Donc ça va complètement à l'encontre des principes de base des ouvertures, un peu ce qu'on mentionnait avec Arnaud Auchard la dernière fois. Les noirs, quant à eux, ont roqué rapidement, ont sorti 3 pièces mineures déjà. Alors pourquoi? Oui, pourquoi? Et pourquoi en fait ils ont pris la case naturelle du cavalier G1 en plus, alors on voit que le dernier coup c'est F3, ici que je vais mettre. Le 10e coup, hein, donc on vous rappelle que c'est le 10e coup. Si vous êtes sur la pète, vous pouvez directement aller sur le 10e coup en cliquant sur le coup numéro 10 tout simplement. Et donc voir le coup numéro 10 de Anatoly Karpov, F3, qui enlève la case naturelle du cavalier blanc. Oui, mais en fait, c'est pas la vraie case du cavalier dans cette position. Il faut mettre un pion en F3. Pourquoi? Pour neutraliser ce cavalier F6. C'est-à-dire qu'il ne peut plus aller ni en E4, ni en G4 maintenant, puisqu'il est muselé donc par le pion. Alors on voit aussi que l'autre cavalier en D7 est muselé. On l'avait mentionné la dernière fois par le pion D4. Et le fou A6 n'a pas trop de perspective. Alors quel est l'enjeu de cette position? À mon avis, si les noirs arrivent à ouvrir la position maintenant, ils vont obtenir un très bon avantage. Si par contre, avec les coups de pion qui vont suivre, ils n'arrivent pas à ouvrir le jeu, la paire de fous blanches, avec la domination centrale et l'avantage d'espace, va finir par parler. Ici, Karpov joue 10, non, c'est Judith Polgar qui joue au 10e coup, tour 8. Alors là, juste, moi je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce coup, mais c'est pour ça que... Alors tour 8, il y a un peu des rayons X, José, je pense que ça, tu avais dû le en fait, voir, des rayons X sur le roi blanc. Oui, et surtout aussi, j'avais pensé à une idée, c'est que si les blancs se développent naturellement par fou D3, cavalier E2, peut-être que les noirs peuvent réagir par E5 et E4 même. Mais une des idées, parce que Karpov n'a pas appliqué ce plan-là, qui paraissait pourtant le plus simple. Cavalier H3. Alors, une case non naturelle pour le cavalier, mais l'avantage majeur de ce coup 11 cavalier H3 est de défendre le fou G5. Donc là, je vous invite vraiment à vous référer à la partie d'Arnaud Auchard, puisqu'il y a le thème donc cavalier F6 en E4 qui réapparaît, qui est même récurrent. Et ici, cavalier H3 se prémunit complètement contre ce coup donc, de cavalier. Ici, le cavalier viendrait en E4, puisque maintenant, il y aurait simplement pion prend cavalier. Le fou G5 étant défendu par le cavalier H3. Donc ici, plus de cavalier E4. Mais c'était bon, par le passé, c'était pas une menace, parce que simplement, il échangeait les dames et puis récoltait le pion C7. Mais bon. Disons que le coup cavalier E4 est dans l'air, cavalier H3 se prémunit. En fait, il fait un peu de la prophylaxie. C'est le thème principal finalement des parties de Karpov. Donc, le coup joué au 11e coup est le pion H7 en H6, qui pousse le fou blanc à venir en H4. Alors maintenant, donc ce coup cavalier H3 n'a plus un sens naturel, puisque le fou H4 n'est plus défendu et reste donc dans la zone. Et après le coup de Judith Polgar, tour C8, la menace est effectivement cavalier E4 dans cette position. Puisque maintenant défend le pion C7. Mais aussi, je crois que tour C8 menace C5, qui est comme une idée de base de cette ouverture, quoi.
Plusieurs fois dans une rupture pareille, j'ai vu C5, même sans tour C8. Mais... Alors disons que les noirs ont 3 leviers de pion dans cette position. On va les répertorier puisque donc 3 c'est beaucoup et en même temps c'est très peu. Donc des leviers de pion, ça va être des coups de pion qui vont permettre d'ouvrir la position. Des béliers en fait. Voilà, pour essayer de faire des échanges et donc de permettre au tour notamment de rentrer en jeu. Il faut échanger des pions dans la mesure où le roi de Karpov est au centre. Il faut absolument exploser cette position cette forteresse de pions blancs. Donc le coup proposé par José était C7, C5. Mais Karpov s'en est prémuni en mettant son pion en B4. Ce qui fait que maintenant sur C5, il suivra simplement, à mon avis, par D prend C5. Quelle que soit la reprise, on jouera B4, B5 au coup d'après. Mais sur D prend C5, B5 et fou B7, je pense que c'est répertorié comme égal par la théorie actuelle et à mon sens, c'est vrai. Mais bon, c'est une des possibilités. Donc C5 est un coup à envisager. Oui. Également D5 qui sera joué dans la partie et le coup E5 qui là, donc que je vais pointer ici, autre idée, je vais la pointer en jaune. Non, je vais la pointer en vert. Voilà, le coup E6, E5, qui cette fois-ci est réfuté à mon avis de façon très simple par D4, D5. Donc ici il y a deux leviers qui sont envisageables, c'est le coup D6, D5 ou le coup C7, C5. Alors sans rentrer dans... Là on est un peu de la technique. Ce qu'on avait noté, Éloi, je crois pendant cette partie, tu me l'avais dit là sur le coup, c'est qu'en fait Judith a peut-être perdu du temps en jouant tour 8, tour C8, permettant aux blancs de consolider leur position et n'ouvrant pas la position le plus tôt possible. Oui, c'est ce que j'ai dit pendant la partie. Alors mon avis, a posteriori, c'est après avoir vu la partie, est un peu différent. Je pense que c'était assez malin. Les noirs ont gardé beaucoup de souplesse puisqu'ils gardent justement ces 3 options, le pion C, le pion D ou le pion E à avancer. Et toutes leurs pièces sont maintenant maximum. C'est-à-dire que dès qu'il y a une ouverture de ligne, boum, les pièces noires sont dans la place. Alors d'accord. Je pense aussi que c'est une bonne stratégie, mais... Les noirs restent souples et ne se lancent pas trop vite. Alors voyons un petit peu la suite de la partie. Parce que l'ouverture du jeu peut aussi profiter aux blancs en raison de la paire de fous. Donc il faut procéder avec souplesse. Alors la Karpov au 13e coup, mais alors incroyable, toujours aussi incroyable. Il a mis son cavalier en H3. Il n'a toujours pas sorti son fou F1, il n'a toujours pas roqué. Il joue fou H4 en F2, donc pour se prémunir contre cavalier E4. Et là, c'est l'heure au 13e coup des noirs. D6, D5, donc là on a une position vraiment critique où le centre va exploser, c'est sûr. La menace étant probablement de jouer C7, C5. Oui, donc elle joue le coup D5. Alors maintenant, si Karpov réagissait à ce coup en fermant la position, c'était en jouant C4, C5, qu'on va pointer, c'est en avançant le pion qui est devant la dame d'une case, ici. À ce moment-là, Judith se retrouverait avec la tour E8 merveilleusement placée pour soutenir l'avancée du pion E6 en E5. Et là, on serait complètement dans le débat de la structure de pion. Alors là, je vais faire un dessin avec les mains. Quand il y a une structure qui va comme ça, d'un côté, contre une structure qui est comme ça, chacun a son sens d'attaque. C'est-à-dire que celui qui est dirigé comme ça devrait attaquer par là, et l'autre devrait attaquer par là. Et là, Judith est largement en avance, c'est-à-dire que les coups de Karpov, qui devrait être l'avancée du pion B, est largement en retard et inefficace, alors que Judith est déjà là avec la tour, les 2 cavaliers qui sont bien placés pour surgir. Donc disons que la lutte du temps serait gagnée complètement par Judith Polgar. Et d'ailleurs, je veux juste rajouter que dans les parties de Kasparov, on voit souvent ce thème D5, dans les siciliennes par exemple. Souvent, il joue D5 et après E5. Ou l'inverse, E5 et après D5. Donc en fait, c'est une espèce E5 de... et D5. C'est un réflexe. C'est un double C, en fait. C'est un coup réflexe en fait. Voilà, D5, E5... Non, il joue E5, paf, et après D5, et là, il explose tout le centre. C'est l'inverse, c'est E5 et D5, pardon. D'accord. Donc, ça se travaille à l'entraînement, je veux dire. Voilà, exactement. C'est en regardant justement les parties de Kasparov et tout, des grands joueurs, qu'on apprend ce genre de thème. Et c'est un très bon entraînement. Donc on va passer sur D5, la réaction d'Anatoly Karpov. 14, B5, fou B7. Donc là je passe un peu vite parce que les coups sont très tactiques et très compliqués à expliquer. Pion prend D5, cavalier prend D5, dame B2. Et là, Judith joue le coup E6, E5, donc le nouveau bélier central qui arrive avec une nouvelle position critique. Ça explose, c'est-à-dire que la menace est pion prend D4 ici. On va le montrer, hein, pion prend D4, avec la tour qui arriverait, cette tour E8 cachée, qui arriverait bien à point. Donc ça explique le coup suivant de Karpov, en fait, qui ferme le centre, qui essaie de consolider le centre au maximum, et de pouvoir reprendre ce pion D4 avec le fou. Oui, donc alors on va passer un peu plus vite que prévu sur ce passage. D'ailleurs, mais on peut aussi dire que c'est les Russes qui ont un peu théorisé ce concept, c'est que quand le roi est comme ça statiquement très faible, il faut absolument attaquer, il faut ouvrir le jeu, et donc... Alors je vais rectifier ce que tu as dit, puisque là, dans les concepts statiques et dynamiques, le roi blanc n'est pas statiquement faible, il est faible dynamiquement, c'est-à-dire qu'il est faible tout de suite. Il faut se dépêcher. Si on lui donne 2 temps, c'est-à-dire sortir le fou et jouer petit roc, on verra qu'il est très très solide, avec 3 pions devant lui, plus le cavalier et le fou.
Donc en fait, c'est une faiblesse qui est dynamique, c'est-à-dire très rapide. Il manque du temps en fait au blanc. Il manque du temps au blanc. C'est pour ça que les noirs ont ouvert la position très vite et c'est pour ça qu'ils ne doivent pas relâcher la pression. Donc E4, pion prend D4, fou prend D4. Tout ça, c'est très logique. Alors là, le cavalier D5 n'est bien entendu pas en prise par le pion E4, puisqu'à ce moment-là, la tour E8, donc je refais la flèche encore une fois, serait sur le roi blanc. Il y a un clouage, simplement. Donc fou prend D4. Ici, alors Judith sort encore une pièce. Alors là, vous voyez, les pièces noires sont en train de se déplier. C'est assez joli. Le cavalier F6 et le cavalier D7 qui étaient muselés par les deux pions, comme on l'a dit au début de la partie, sont ressortis sur 2 cases très actives. Maintenant, ils visent toutes les cases rouges ici, voire même celle-là. Donc Et ils il y a sont 4 aussi. voilà, un développement des noirs qui envahissent le camp blanc en fait et les blancs qui ont peu de pièces pour se défendre. Les blancs n'ont pas mis leur roi à l'abri. Donc ici, le coup à prévoir, hein, c'est le coup F7, F5. Alors là, ça sera explosion complète. Si le pion E4 tombe, il y a même le fou B7 qui ressortira. Ce fou-là. Ce fou qui va vivre alors qu'aujourd'hui il est muselé par le pion E4. Oui, il est contre la chaîne de pions. Et donc ici, si F5 arrive, là c'est vraiment la fin pour Karpov, puisqu'il n'a pas roqué. Toutes les pièces noires sont en jeu, donc là l'avantage de la paire de fous est ridicule comparé à tous ces facteurs qu'on a Comparé facteur dynamique, comme tu l'as rectifié. Donc là maintenant, Karpov choisit de prendre, de faire une combinaison. Et là Donc, Karpov fait une combinaison assez simple. alors fou prend C5. Fou prend C5. Au 19e coup, les blancs prennent le cavalier. Judith reprend tranquille et en fait les noirs se disent très bien parce que les blancs sont loin d'avoir roqué. Je vais sûrement pouvoir jouer le coup F7, F5 pour casser le centre. Exactement. Et là, Karpov joue un coup. Karpov joue. Grand rock. Inattendu quand même, Stéphane. Inattendu. On peut expliquer la pointe du coup. C'est que le roi n'étant plus en E1, le pion E4 attaque maintenant le cavalier D5. Et si le cavalier bouge, Et si le cavalier bouge, la tour D1 viendrait prendre la dame D8. donc d'où l'intérêt du rock qui fait 2 coups à la fois. Ça fait double effet, ça On enlève- décloue et ça cloue. Ça décloue et ça cloue. Donc un contre-clouage, voilà, ça. c'est exactement. J'aime beaucoup les concepts et les thèmes. C'est le thème du contre-clouage. C'est voilà, donc ici, en fait, Judith perd une pièce. Mais c'est pas. Mais finalement, Incroyable. Ouais, le cavalier est perdu. ouais. On a une pièce de Complètement. moins contre le champion du monde sans vraiment avoir de compensation. Alors à ce moment-là, dans le tournoi, on va encore revenir au direct, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant le tournoi, je te disais, mais ça y est, c'est fini, elle va abandonner. Elle perd une pièce. Mais non. Judith va trouver des ressources. Oui, en fait, ce que je t'avais dit, c'est que ça me rappelait le match de Budapest. Karpov commençant à être mal au temps, Judith l'arnaquant systématiquement. Je me suis dit, elle va quand même continuer, passer le 40e coup pour faire un bilan après. en plus, je pense que c'est pas si clair, quoi. Mais bon, On va voir. On va Justement, voir. on va voir ce qui se on va passe. voir. Ouais, on va voir. Grand rock. Là, Judith joue C6, posant un petit dilemme à Karpov. Est-ce que je prends le cavalier D5 maintenant ou plus tard, puisque le clouage est encore effectif. Alors, si on prend le cavalier, on peut noter que ce coup est intéressant parce que si les blancs prennent le cavalier central, maintenant le pion noir en C6 reprendrait le cavalier et on aurait 2 pions noirs qui seraient quand même très dangereux malgré la pièce de moins. Le roi blanc est quand même pas à l'abri et ces pions noirs sont 2 pions passés liés. Donc c'est possible d'avancer sans rencontrer de c'est résistance. peut-être la meilleure, je pense, opportunité pour les blancs, en fait. Mais Je pense que Karpov aurait dû jouer ça. on va jouer ça, et puis. un petit Effectivement, il a avantage. dû être attiré par une autre variante où tactiquement il a raté quelque chose suite à son manque de temps. Il a raté une variante tactique. Ici, bon, les blancs sont probablement gagnants. Moi, à mon avis, ça fait aucun doute. Mais cependant, c'est assez désagréable de jouer ce genre de position. On voit que les deux pions C5 et D5 pointés rouges ici sont susceptibles d'avancer Très vite. très vite. Et donc s'approcher du roi blanc sans relâche. et sans relâche. Et le roi n'est pas à l'abri, donc. Mais je pense que là, fou D3 simplement, et puis. Oui, je pensais éventuellement à fou C4 aussi. On finit par se développer, et puis c'est bon. Disons que ça, c'est une position qui peut être analysée longuement. Mais qui est Simplement, avantage blanc, c'est sûr. Gagnant pour les blancs, c'est pas sûr. Les noirs ayant des chances de s'en sortir. Le choix de Karpov était différent. Il a choisi d'abord de jouer pion prend C6, 21e coup, fou prend C6. Alors l'avantage pour Judith, enfin l'avantage pour Karpov c'est d'éviter ces 2 pions menaçants. Mais le désavantage c'est que maintenant la colonne B, Éloi, est ouverte pour Judith pour mettre sa tour en attaque du roi adverse. Ouais, disons que le désavantage principal, c'est la variante précise que Judith Polgar a pointée. Et donc là, on n'est plus dans des concepts généraux. Au 22e coup, elle joue un coup fantastique. Fantastique, oui. Vraiment Dame à 5, fantastique. elle a joué ça. Dame à 5. Alors là, elle donne encore une pièce. Elle donne encore une pièce. Cette ouais. fois-ci, c'est prévu. Quand même. Ça vrai, c'est vraiment superbe. Et là, je pense, oui, parce que maintenant, le roi blanc est tellement faible qu'elle a beaucoup de compensation, quoi. Oui, elle a clairement beaucoup de compensation. Donc, je D'autant pense- plus que la dame B2, Oui, mais quand on n'a plus de pièces aussi, c'est difficile d'attaquer. Ouais, mais alors, faut avec faire dame et 2 attention. tours contre le roi, c'est très très fort. la dame B2 est surchargée. C'est-à-dire qu'elle défend en même temps la case, le pion A3, la case C3
qui est critique, puisque sur dame A5, ça ferait échec au roi, fort désagréable. Oui. Donc cette dame défend déjà ces deux cases-là. Et la colonne B. Et donc, et également toute la colonne B. Donc ici, Karpov est quand même plus ou moins obligé de prendre ce fou, ce qu'il fait au 23e coup, défend C6, et là, tour B8, pose la question. Autre chose, au fait, c'est que ici, finalement, les noirs ont deux pièces de plus, mais 3 pièces des blancs sont complètement inactives et encore sous-développées. Donc Oui. je pense que tu peux les pointer. Oui, on peut mentionner ça tout à fait. Que Les 3 pièces blanches ici, fou F1, tour H1 et cavalier H3, sont complètement hors jeu. En fait. hors jeu. Hors Et de donc, propos, hors de l'attaque, hors de l'action, tout simplement. Donc là, grosse contre-attaque noire. Les blancs avaient trouvé le moyen de gagner une pièce, mais les noirs ont réussi à trouver des ressources dans cette position, avec maintenant une attaque contre le roi noir qui s'avère très très forte, enfin qui menace d'être très forte. Attaque contre le roi blanc. Contre le roi blanc, pardon. Et donc là maintenant, c'est le talent magique de Karpov en défense qui va devoir s'exprimer. Oui, alors là, ça va être tout à fait fantastique ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, Karpov n'a déjà plus que 2 minutes pour finir la partie. C'est-à-dire qu'on est au 23e coup, il faut qu'il joue 17 coups en 2 minutes. Quand même très très difficile, puisque là, après tour B8, on ne voit pas de coup pour Karpov. C'est-à-dire que la dame ne peut aller nulle part. Si elle vient en A1, par exemple, il y a tour B3 qui continue. Sur dame 1, il y aurait tour B3. Sur dame ailleurs, il y a les cases C3 et A3 qui sont menacées toutes les deux, qui ne peuvent pas être défendues en même temps. Donc là, gros problème pour Anatoly Karpov. Et il va trouver tous les seuls coups. Alors moi, j'étais vraiment stupéfait de voir ce qu'il a trouvé dans cette position. Donc déjà, il commence par donner la dame. Ouais. Pour commencer. D'abord, donc il joue le coup C7, C6, C7 qui a l'air de rien. Mais ce petit pion, en fait, retarderait les noirs si les noirs venaient à le prendre en fait, dans leur attaque et permettrait aux blancs de se regrouper. Si les blancs, en gros, arrivent à sortir leur fou, la deuxième tour vient en jeu et il y a assez de pièces pour se défendre. Oui, c'est exactement ça. Alors, on va le reformuler de façon plus simple. C'est-à-dire que là, il y a eu tour prend B2, joué donc naturellement. Roi prend B2. Donc là, on est dans la position au 25e coup. Et maintenant, alors, ce pion C7, fabuleux, effectue un travail terrible. Il défend la case B8. Ouais. En même temps, il menace dans quelques variantes de faire dame. Et en même temps, il rend possible ce coup tour D8, puisqu'il défend également la case là. Voilà. Donc en fait, le pion, il est multi-efficace, et il empêche surtout le coup tour E8, B8. Et malgré le fait qu'il soit en plus en prise. Et il est en prise. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien envisager que la dame A5 vienne prendre le pion C7. Mais il faut juste préciser que dans cette position, en fait, le fou, la tour et le cavalier en plus compensent la perte de la dame. Donc si les blancs arrivent à se développer, ils n'ont pas un désavantage matériel. Donc, Exactement. je pense que c'est à préciser parce que c'est là qu'est la clé, c'est la clé exactement de la position. Certains lecteurs ne savent pas que la dame n'est pas moins fort que les 3 pièces réunies, la tour, le fou et le cavalier. Oui, tour fou cavalier d'ailleurs c'est plus fort qu'une dame. Et donc sur dame prend C7, il y aurait fou F1 en C4. Et alors là maintenant le roi blanc trouverait une très bonne case en A2, ici. Oui, où le fou empêcherait des échecs. Le fou maîtrisant la diagonale pointée rouge ici. Et la colonne deuxième. Oui, contrôlant aussi la case 2. Et la deuxième tour pourrait venir en renfort. Et les blancs, s'ils arrivent à se regrouper, ils ont finalement un avantage matériel quand même malgré la dispute. Oui, les blancs doivent gagner la partie si jamais ils arrivent à se regrouper ici, c'est clair. Donc ce pion C7 ne peut pas être pris. Il faut que les noirs ne laissent pas aux blancs le temps de se regrouper. Exactement. Oui, il faut que les noirs jouent vite, sans prendre le pion C7. C'est-à-dire, en fait, la tour E8 n'entrera pas dans l'action. Donc ça commence par dame B6, échec, coup joué par Judith Polgar. Et là, on va entrer dans une phase d'échec à n'en plus finir. Oui, je pense qu'ici... Là, en fait, Judith va essayer d'harceler les blancs. Et on va voir comment ça se déroule. Avant de passer à cette troisième étape de la partie, on avait une première étape, donc développement. Deuxième étape, Judith a ouvert la position. Et Karpov a réussi à gagner une pièce. Et troisième étape, Judith trouve des ressources dans une position a priori un peu inférieure. Disons qu'on est au 25e coup dame B6 échec. Je pense que Judith Polgar dans cette position essaie de gagner la partie. C'est-à-dire elle essaie de profiter du side-note d'Anatoly Karpov pour gagner la partie. Puisque les possibilités de faire nul se sont présentées plusieurs fois, elle les a jamais prises, elle a toujours cherché à continuer plus ou moins le combat. C'est une chose. À mon avis, elle essayait. À chaque fois, elle essaie de gagner, d'attaquer le roi. Donc elle va encore chercher les moyens pour essayer d'attaquer le roi et de le mater, au fait, de gagner la partie. De gagner la partie, ce qui n'est pas facile ici. Donc 26 roi A2. On continue avec dame E6 échec, roi B2. Donc ici, on est revenu dans la même position qu'au 25e coup. On peut jouer dame B6 échec qui répétera les coups. Et donc la nulle sera signée automatiquement. Parce que donc là, je vais peut-être dire que quand il y a 3 fois la même position, la partie est déclarée. Exactement, tout à fait, je vous ai essayé bien de rappeler. Très important. Effectivement, si la position arrive à se répéter 3 fois, il y a partage du point. Donc ce que disait Éloi, c'est qu'avec dame B6 échec, dame E6 échec, si les blancs continuent à jouer les mêmes coups, ce qui probablement d'ailleurs était le choix de Karpov. Oui, sans aucun doute. De toute façon, il n'y avait pas d'autres cases raisonnables pour aller. Donc là, les noirs doivent essayer de prouver quelque chose d'autre. Et s'ils essaient de montrer quelque chose d'autre, c'est qu'ils ont l'intention d'essayer de gagner la partie. C'est exactement ça.
Donc Et ici, là, je pense que, je sais pas, vous qui étiez là, Karpov doit encore être dépité parce qu'à chaque fois, il se retrouve dans des positions où il est mieux. Et puis Judith, il essaye quand même de gagner, quoi. C'est quand même infernal. mais là, oui, c'est C'est la force de la petite. C'est fort. Donc, beaucoup de mal en perspective pour Bacro, hein, parce qu'il va devoir se battre pour annuler. Ça va juste devoir donner beaucoup de piment à ce match. Donc C4, coup intéressant. Et là, Karpov, donc il a hésité et tout. Il était là, il savait plus trop quoi jouer. Il a trouvé quand même le bon coup, Ouais. qui a tour D1 D8. Donc- Alors pourquoi c'est bon? Ouais. Puisque là, inexorablement, la tour E8 des noirs va être échangée contre la tour D8. Oui, ça y est, on paraît ne peut pas l'empêcher. Et donc une dame toute seule ne peut pas faire mat. Donc ici, Karpov se met quand même à l'abri un peu du mat surprise, Ouais. puisque la dame toute seule ne fera pas mat. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à éliminer le pion C4 pour... Donc cette tour, on va rappeler les lois, cette tour E8 ne peut pas bouger, ne peut pas donc venir dans le camp adverse des blancs pour faire un échec par exemple, tout simplement, parce que le roi noir serait en échec par la tour D8. Parce que la tour Donc, 8 est clouée finalement. le thème de clouage. Le thème de la partie. Le thème de la partie qui est rempli de Plusieurs clouages. clouages. Donc là, Judith Polgar recommence Dame B6 échec, un petit peu le petit jeu du chat et de la souris. Roi C3, Dame B3 échec. Alors on s'avance un peu dans le camp d'Anatoly Karpov. Mais la Et dame là, Karpov n'a pas peur, il monte au filet. Ouais, pour donc ça finir. suffit pas pour essayer de gagner la partie. C'est comme tu disais, Éloi, la dame toute seule, même avec le pion, ne peut pas faire mat contre le roi. Avec le pion, elle pourrait éventuellement faire mat, mais il faudrait que le pion soit en C3. D'ailleurs, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu penses que finalement Karpov ne voulait pas jouer tour D8 parce qu'il voulait essayer de gagner aussi peut-être finalement? Il s'est dit si jamais j'arrive à limiter le contre-jeu, peut-être que je pourrais pas perdre. Je pense que Non. c'était pas dans les... Il s'est dit je vais éliminer la tour et donc je vais faire nul. Oui, c'est ce qu'il s'est dit. Ouais. Donc Dame B6 échec au 30e coup. Roi C3, donc là on recommence un petit peu. Dame A5 échec. Roi C2. Dame A4 échec. Roi D2, ça continue. Donc toujours des échecs, harcèlement. chantage. Voilà. Et là, Judith Polgar craque, joue C3, donc là elle abandonne toute chance de gain. Puisque sans le pion C3, c'est sûr qu'elle ne peut plus mater le Donc déjà, roi bah oui, d'Anatoly puisque Karpov. plus la tour, plus le pion, donc comme tu disais. Donc il ne reste plus rien. Maintenant, après, roi prend C3, donc qui a été le coup de Karpov. Roi D3 étant intéressant ici dans cette Donc le position. roi prend finalement ce pion. Au 34e coup. Dame prend A3 avec échec. Et là, c'est inexorable, échec perpétuel maintenant, de façon assez triviale. La dame attaquant le roi sur la colonne A, le roi blanc étant muré dans les colonnes C et D. Donc la partie et on se va conclut arriver par la finalement à cette fameuse répétition. On a déjà d'ailleurs assisté à une répétition avec l'avenue de Marcelin. On a vu une partie où aussi. Il y avait effectivement une répétition de Donc coups, c'est un thème à quoi, disons un thème à. Mais là, c'est un Une véritable importance. échec. Dans la Ouais, partie là, de c'est un échec Marcelin, perpétuel, c'était une menace sur la dame. Mais c'est habituel finalement, c'est nul par répétition finalement. Voilà, donc on arrive finalement effectivement à une nulle par répétition au 39e coup. Les noirs ne peuvent plus gagner. La tour noire va être échangée si les noirs ne font plus échec. Donc les noirs préfèrent continuer à faire des échecs et avoir la partie nulle de façon certaine. La partie donc ça termine comme ça. Donc finalement une partie nulle de Judith Polgar contre Anatoly Karpov avec les noirs, c'est un très bon résultat. C'est vrai. D'autant plus que la position était quand même assez défavorable en sortant de l'ouverture. Et même Karpov a quand même un score largement positif contre Judith Polgar, où elle avait, oui, il a toujours eu un ascendant sur Polgar. Maintenant, bon, c'est peut-être que ça. Voilà, donc la partie Alexandre Beliavski avec les blancs contre Étienne Bacro. Alors on va s'apesantir sur chaque coup parce que je crois que dans cette partie, Éloi, chaque coup a son importance. Chaque coup a son importance. C'est vrai, comme dans toutes les parties, je dirais. Sauf que là, le combat a été engagé assez rapidement. Donc on va regarder les premiers coups. D4, D5. Donc c'est ce qu'on disait, ce que tu disais Davoud, là on rentre sur quelque chose que connaît bien Alexandre Beliavski. Bah oui, il s'engage tout de suite dans le combat théorique. Donc, vous voyez, L'attaque de... Donc c'est Étienne Bacro qui a les noirs. Il joue une défense slave. Et Beliavski va essayer de maximiser l'avantage. Alors tu me disais, on va continuer à voir les coups et après on va commenter. Oui, donc là tout ça très théorique. Hein. Cavalier F3, cavalier F6. Donc on est au troisième coup, cavalier F6 pour les noirs. Donc tout ça c'est logique. Les blancs font une expansion au centre avec une pression centrale avec leurs deux pions D4 et C4, imposant ainsi une pression dans le camp adverse. Les noirs essaient de consolider pour l'instant leurs pions
sur la case D5 avec une surprotection, comme on dit, Éloi, de ce pion, grâce au pion C6, le cavalier F6 et la dame D8 qui contrôle très bien le point central. Oui, dans la défense slave, en fait, les Noirs ont une idée majeure, c'est de ne rien donner du tout. Alors, on ne donne ni le centre, puisqu'on le tient avec D5, on ne donne pas la paire de fous, puisqu'on va garder nos fous, et on ne donne pas d'avantage de développement, puisqu'on développe rapidement nos pièces. Donc, a priori, ça a l'air d'être l'ouverture parfaite, puisqu'on ne sacrifie aucun des avantages de l'ouverture, mais ça a des petits inconvénients. Alors, Donc, ce qu'on va voir ici. Donc, cavalier C3, les blancs ont un développement très logique. Donc, quatrième coup, cavalier C3, toujours les plans classiques dans les ouvertures, Éloi, on sort les pièces, les cavaliers souvent sur ces cases F3 et C3. Ensuite, on essaie de sortir les fous et de roquer rapidement. Oui, c'est trois grands principes dans l'ouverture. Sortir les pièces mineures, prendre le centre et rock rapide. C'est les 3 choses à accomplir au début. Je pense que Davoud, tu dois bien connaître ça puisque tu donnes pas mal de cours. Bon, donc je pense que aussi dans l'ouverture, le plan stratégique, c'est basé sur les 3 éléments, le centre, le roi et le développement. Donc les blancs, les noirs, ils essaient de résoudre ce problème-là. Donc les noirs, ils sont un peu handicapés parce qu'ils ont un temps de retard. Toujours, ils doivent donner quelque chose pour pouvoir s'en sortir dans l'ouverture. Des fois, dans les positions, les ouvertures modernes, et les blancs aussi ils donnent à son tour et ça complique. Il y a beaucoup de données, ça fait que la complexité d'une ouverture, les éléments qu'on a donnés, on a pris. Donc ici, les blancs, ils mettent pression sur le centre. Et donc, comme Éloi l'a indiqué, les noirs, ils veulent jouer solide, sans pour autant aussi garder la possibilité de sortir les pièces. Mais le problème, c'est un peu le développement vers le roi qui pose un peu problème pour les noirs. Oui, c'est ça. Donc ici, les noirs sont obligés de jouer E6. On peut aussi sortir le fou, mais c'est un peu plus douteux. Enfin, on peut aussi jouer des pensées C4. Il y a d'autres ramifications. Donc voilà, ici, il y a deux écoles. Soit on essaye de sortir le fou, avoir des pièces bien développées, on donne le centre. Donc le fou, on va peut-être montrer, ce fou. Et ça, je ne connais pas très bien. Donc, non, en fait, pour sortir le fou, il faut d'abord abandonner le centre. Il faut jouer ici des prends C4. Voilà, donc ça c'est la variante. Donc une possibilité, c'est de prendre sur le pion C4 et ensuite de pouvoir sortir le fou. Alors pourquoi il faut prendre d'abord un C4 Alors, ça c'est une question un peu piège, hein, je dirais. Donc on va revenir à la position. Si on sort le fou avant, donc ici on est à la position du 4e coup. Donc, la proposition est de sortir le fou, donc je présume en F5, Stéphane. Par exemple, oui. Ici, Davoud, je ne sais pas si tu connais. Pion prendre des 5, dame, pion prendre des 5, et les dames étaient très affaiblies, les blancs ils prennent l'avantage. Donc on prendrait d'abord, on fait une simplification au centre dans un premier temps, et on remarque que le fou noir maintenant ne protège plus le camp adverse. Donc la dame peut sortir sur la case B3 et créer une pression dangereuse à la fois sur le pion B7 et probablement aussi sur le pion peut-être D5 dans certaines positions. Et donc là, les noirs ont tout de suite des problèmes. Ils ont tout de suite des problèmes à l'aile lame, tout à fait. Puisque le fou ne protège plus ce point sensible. Donc il doit s'occuper en jouant B6, ils se sont affaiblis, donc au lieu de faire ce qu'on a dit, le développement et le rôle du roi, donc ils sont occupés pour défendre l'aile lame qui... Donc Étienne Macron ne choisit pas ces différentes possibilités. Donc on va revenir au quatrième coup des noirs. Donc les noirs, après cavalier C3 pour les blancs, le cavalier donc, qui est sorti pour les blancs, joue le coup E7, E6, donc instaurant ainsi une espèce de muraille de pions. Alors ça s'appelle la semi-slave, puisque ce n'est pas une slave. La slave c'est D prend C4. Donc ici, alors inconvénient majeur, je vais vous le pointer tout de suite, le fou C8 ne sort plus, il est bloqué par son propre pion. Donc là, un problème de fond, je dirais, pour les noirs. Le fou C8 ne sortira plus sur cette diagonale qui est naturelle. Alors que les blancs, eux, maintenant, jouent très logiquement fou G5. C'est-à-dire que là, les blancs ont obtenu un petit plus dans l'ouverture, puisqu'ils arrivent à sortir leur fou de case noire, enfin disons leur fou dame, alors que les noirs n'y arrivent pas. Donc voilà toute la différence. Alors ici, on entre dans la ramification du gambit botvinnik. Étienne ne va pas sur la grosse variante théorique, il joue H6, alors que la variante principale était d'accepter le sacrifice de pion en jouant D prend C4 ici. Donc au cinquième coup des noirs. H6, c'est un peu une sous-variante, et peut rentrer dans le système de Moscou, qui surviendrait après fou prend F6, dame prend F6. Alors là, on peut faire un petit bilan, puisque c'est assez intéressant. Les blancs donnent la paire de fous, c'est-à-dire qu'ils viennent de jouer fou prend F6. En compensation, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent beaucoup de temps de développement, puisque cette dame sur F6
est assez mal placé. Et le cavalier étant parti, la case E4 passe un peu sous contrôle total des blancs. Et les blancs vont pouvoir jouer E2, E4 assez rapidement, voire même de suite, avec donc des avantages plus dynamiques, je dirais, plus concrets. C'est-à-dire qu'ils prennent le centre tout de suite, ils sortent toutes leurs pièces très vite. Et en compensation, ils ont donné la paire de fous et les noirs n'ont toujours pas de faiblesse. Ça, c'est une position très compliquée. Mais Beliavski joue la position qui est encore plus compliquée, c'est-à-dire le sacrifice de pion. Il me semble, ici, E4, c'est un peu prématuré, non? Parce qu'après, prend fou B4 échec. Oui. Mais peut-être E3, d'ailleurs, il y a une fameuse partie de Etienne avec les Blancs contre Anic, Oui. qu'il a gagné au championnat de France l'année passée. Une belle partie. Oui, tout à fait. Ouais. Donc Étienne connaît très bien. Je veux revenir sur la vente que tu as mentionnée. Donc après E4, pion prend, cavalier prend, fou B4 échec, il y a roi E2 avec Donc, position sauvage. Encore, Très compliqué. Donc J'ai les joué un spin problèmes chez rapide, les Noirs, contre c'est Televisor. le problème de développement. Et les Blancs, ils peuvent se permettre de donner la paire de fous aussi Et le roi, avec un roi au centre. En fait, l'idée, c'est qu'en fin de variante, donc là, c'est pour les connaisseurs, on va s'arrêter assez rapidement. Le fou B4 risque d'être enfermé. On peut jouer avec C5 et la case D6. Donc on obtient pas mal de jeux avec les blancs. Alors on va revenir à des choses plus terre à terre parce que là on s'éloigne du thème de la partie. Là donc c'était une ramification possible. Après H6, les blancs auraient pu choisir de prendre le cavalier, mais ils choisissent de jouer fou H4. Le fou H4 qui continue à clouer le cavalier. Oui. Et qui en fait invite les noirs à s'affaiblir en fait en essayant de chasser ce fou. C'est-à-dire que dans un premier temps, les noirs sont obligés de prendre le pion C4, puisque sinon leur position n'a plus un gros intérêt. C'est donc ce qu'ils font. Au sixième coup, après fou H4, ils jouent D prend C4. Donc sixième coup pour les noirs, D prend C4, donc ils choisissent maintenant de donner le centre. Et ils ont pris un pion, et là ils vont le garder. C'est la variante de la partie qui est critique, qui est complètement critique. Donc la question pour les blancs comme ça, quand on donne un pion, c'est se dire, est-ce que l'activité que je vais gagner par rapport à ce temps perdu, un peu, c'est un temps perdu de prendre un pion. Oui. C'est aussi un temps perdu, c'est un pion aussi un temps perdu. En général, on donne un pion pour un temps. Est-ce que cette activité va compenser donc cette perte de matériel? Parce que si les noirs arrivent à consolider leur position, ils vont gagner la fin de la partie parce qu'ils auront un pion de plus. Donc il faut aussi indiquer, à part le temps, il y a aussi le centre. Donc les blancs, ils prennent le centre avec donc E4. au septième coup, ils jouent E4, instaurant un duo de pions central. Donc là, je vais pointer tous les atouts des blancs, les 3 pièces mineures développées, les 2 pions centraux, le clouage de ce cavalier. Pardon, j'ai mal fait ma flèche. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'atouts pour un seul pion. Normalement on dit qu'un pion ça vaut 3 temps, Stéphane, et non pas un temps. Pour avoir des compensations, il faut avoir 3 temps d'avance. Alors ici, les blancs ont 3 temps d'avance. Donc ça promet une lutte assez acharnée. On est encore dans la théorie moderne des ouvertures. Donc ici G5, fou G3, et maintenant B5. Et là, donc après le 8e coup des noirs B5, on est vraiment dans la position critique de base de cette ouverture. L'idée d'abord de ce coup B5, tout simplement, c'est garder le pion C4. Évidemment, ce pion B5 contrôle le pion C4. Maintenant, le fou de case blanche des blancs, donc ce fou ici que tu pointes Éloi avec la flèche, ce fou sur la case F1 ne peut plus prendre le pion C4, sous peine évidemment de perdre une pièce. Et les noirs vont essayer de consolider ce pion, essayer de tenir cette position et gagner la finale avec un pion de plus. L'avantage des blancs, c'est qu'ils peuvent percer au centre et déstabiliser complètement la position noire. Ouais, les blancs ici ont 2 percées possibles, qui sont dans les 2 cas très fortes. Ils peuvent jouer E4-5 ou D7, D4-D5. Alors D4-D5 c'est beaucoup plus punch, puisque ça fait complètement exploser les cases blanches. C'est-à-dire que le pion E6 il va sauter, le pion C6 va sauter. Donc ça va affaiblir le pion B5. Il va y avoir échange général au centre, ça va ouvrir les colonnes très vite et ça va être très très actif. Le coup E4-5 est plus typé, plus positionnel, puisque ça cède complètement la case D5. Le centre devient verrouillé. Donc après E4-5, donc qui est la poussée restante ici, celle-là. Le cavalier F6 viendrait sur la case D5, à vie. À vie, oui, indélogeable. Indélogeable. Alors ça a l'avantage majeur de splitter l'échiquier en deux. J'emploie beaucoup de mots anglais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc disons de séparer l'échiquier en 2 parties, où les blancs ont une prédominance, puisqu'ils ont le pion en E5 qui est très fort, qui va aussi bien à gauche qu'à droite. En compensation, les noirs obtiennent un cavalier qui soutient bien la majorité qui s'est créée. Voilà, qui donne aux noirs vraiment beaucoup de jeux. C'est vrai, la case O4 aussi devient une case très forte pour les blancs, pour installer une pièce, pour taper un peu sur le roi ou les lames. Donc en résumé, pour le pion, les blancs ont une mobilité maximale au centre,
la possibilité d'ouvrir les lignes en jouant D4, D5, c'est d'ouvrir toutes les lignes pour faire une attaque violente, ou la possibilité de splitter, comme tu dis, l'échiquier en deux avec la poussée E4-5 qui attaquerait le cavalier noir et libérer la case E4 pour un cavalier blanc et séparer les blancs attaquant à droite et les noirs à gauche. En gros, c'est à peu près ça. Autre atout des blancs, c'est l'avantage de développement dans cette position. L'avantage de développement et donc ce choix en fait. Et ce choix. Alors maintenant, la possibilité E4-5 a un peu disparu de la pratique. Les blancs se focalisent sur D4, D5 avec explosion rapide du jeu. Alors voyons ce qui se passe maintenant, ce que choisit de faire Alexandre Bielawski. Donc ici, il commence simplement par mettre son roi à l'abri. Alors fou 2 tout simplement, le roi maintenant peut faire le petit roc. Une fois que le roi est à l'abri, ça y est, toutes les pièces blanches peuvent participer à une attaque, envisager des sacrifices, une ouverture au centre. Et peut-être on peut noter aussi que les noirs ayant peut-être affaibli aussi leur côté roi, en essayant de chasser le fou blanc, ces pions peut-être qu'on peut montrer là en H6 et G5, sont un affaiblissement potentiel de l'aile roi des noirs, donc ça peut être un handicap aussi pour le roc éventuel des noirs. Oui, il y a un plan d'attaque très simple pour les blancs, ça serait de jouer ce cavalier F3 en E5, suivi de fou E2 en H5, et là vous voyez, pression directe sur le pion F7. Donc ça, bénéficiant directement des deux pions, ici G5 et H6, qui ne peuvent plus contrôler les cases blanches côté roi. Donc ça, c'est un des plans d'attaque pour les blancs, il y en a énormément. Moi, je joue cette position avec les blancs, j'ai un score fabuleux. C'est-à-dire que je gagne pratiquement à chaque fois que je la joue. Les statistiques sont nettement en faveur des blancs. Donc, Étienne a quand même choisi une ouverture assez difficile, qui a mauvaise réputation, et qui est complètement en vogue. Là. Tous les mecs avec les blancs se défoulent en jouant cette variante, avec des scores totalement faramineux. Donc, on peut penser qu'il a une nouveauté prévue. Voilà, c'est peut-être son pour idée, venir dans cette position-là. Voilà, c'est ce qui arrive souvent à haut niveau. On peut réhabiliter comme ça une variante qui n'est plus trop usitée parce qu'elle a mauvaise réputation, parce qu'on a trouvé l'amélioration qui fait mouche au bon moment. Oui, c'est exactement ça. Donc là, Bielawski devait déjà commencer à trembler, je dirais, puisqu'il joue une position qui lui est nettement favorable devant quelqu'un qui le sait, qui sait que la position est connue pour être mauvaise pour les noirs et donc qui a forcément une carte dans sa manche. Alors on va voir ce qui se passe. Donc fou 2. Et là, Étienne joue cavalier BD7. Donc là, un moment important. Moment très critique. Alors il y avait un choix très important. Donc est-ce que c'est la nouveauté d'Étienne ou est-ce que c'est... Non, cavalier BD7 existe encore. Le choix principal dans cette position, c'est de jouer fou B4, comme ça, attaquant directement le pion E4, puisqu'il y a clouage du cavalier C3. Voilà, la menace étant de faire tout simplement cavalier noir en F6, prend pion E4, puisque le cavalier blanc ne peut pas reprendre maintenant, puisque son roi serait sous l'échec du fou adverse. Et donc là, alors, le coup blanc est dame C2, défendant ce pion, et on arrive dans un truc over compliqué, après G4, attaquant le cavalier. Donc ce cavalier F3 est attaqué. Il peut venir en E5, ou en D2 également, et là, dame prend D4. Donc les noirs pourraient prendre un second pion, avec une position très complexe. Très très complexe, deux pions de plus, la colonne D est ouverte. Donc fou B4 est vraiment le coup qui, à mon avis, était critique. Alors Étienne choisit cavalier BD7, sachant bien que D5, le coup de Bielawski, existe. Alors donc on va revenir sur la partie. Voilà, on revient sur le coup. Je vous rappelle que donc on est au 9e coup pour les noirs cavalier BD7, hein, si vous suivez la partie sur l'applet Java, ou si vous avez téléchargé le fichier de la partie, ce qui est aussi possible. Donc vous placez au 9e coup des noirs, position critique, encore théorique, Éloi, cavalier B en D7. Alors cavalier, pourquoi on dit B? Parce que les deux cavaliers pouvaient aller en D7 en fait, le cavalier F et le cavalier B, F et ou B étant le nom de la colonne en fait, de la pièce. Oui, je ne peux pas donner plus de précision. Donc voilà, le cavalier sur la colonne B va sur la case D7. Donc c'est un coup de développement aussi, on cherche à sortir ses pièces. Hein. On cherche à sortir ses pièces, oui, clairement. On cherche surtout à prendre le contrôle de la case E5 pour empêcher le plan que j'avais précité, cavalier F3 en E5. Et ça a le mérite aussi d'éviter l'autre variante à la mode qui était H4 sur fou B7. Sur quoi Bielawski répond tout de suite, voilà, ça y est, la percée au centre qu'on signalait tout à l'heure, Éloi. Et là, Davoud, la partie prend un tour sauvage. Parce qu'en fait, les blancs, ils sont prêts pour faire petit rôle. Donc le fait que le roi noir reste au centre, donc par principe, il faut ouvrir le centre quand un roi reste au centre. Donc, et en plus, les blancs sont bien développés, donc stratégiquement, c'est tout à fait justifié. Là, il faut calculer par rapport
la complexité qui peut avoir lieu après ce coup. Donc D5, et ici Étienne joue un coup que je ne connaissais pas. Il joue B5, B4. Alors voilà, c'est peut-être la nouveauté d'Étienne. C'est un coup qui n'avait peut-être pas été joué jusqu'à présent. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce coup. Peut-être la nouveauté d'Étienne. En tout cas, c'est un coup assez intéressant, forcément. Bon, ça a un inconvénient majeur, c'est que ça laisse le pion C4 sans protection. Et l'autre inconvénient majeur, c'est la suite de Beliavski. Pour être plus concret. En fait, les noirs, ils n'ont plus de chaîne ici. La chaîne est démolie complètement après ce coup. Voilà, ce coup qui paraît intéressant B4 puisqu'il chasse le cavalier crée quand même un problème de fond qui est que les noirs, finalement par rapport à leur idée de base de garder ce pion C4, finalement laissent maintenant ce pion C4 sans protection, n'ont toujours pas roqué, et alors que les blancs sont prêts de le faire. Et donc tout ça pour essayer de gagner un temps peut-être sur l'adversaire, mais avec tous les inconvénients qu'on peut avoir dans ce type de position, c'est-à-dire un développement fort contre soi, les blancs ayant sorti toutes leurs pièces, et donc une attaque en plus qui se profile avec ce pion de D5 ancré dans le camp adverse. Oui, toutes les cases blanches vont exploser. Je voudrais revenir à la position précédente, hein, qui est donc la position après le 10e coup des blancs D5. Ici, on peut constater que la structure noire est très très forte. Alors pourquoi elle est très forte ? Parce que donc, les pions que je viens de pointer en jaune se défendent mutuellement tous. C'est-à-dire à partir de C6, ils se défendent jusqu'en C4. Et donc il y a une case blanche. Voilà, C6 protège B5 et B5 protège C4. Donc une chaîne de pions très solidaire. Oui, oui, oui. Et ici, ce qu'il faut voir, c'est ça, la case D3 dans le camp des blancs, qui ne peut plus être défendue par des pions. Et donc on peut très bien envisager des sauts de cavalier, genre cavalier C5 suite cavalier D3. Et ça, c'est un avantage énorme. C'est-à-dire que si jamais les blancs ne font rien tout de suite, sur le long terme, deux possibilités avec cette merveilleuse structure, soit jouer B4 comme ça, puis C3 avec créant un pion passé, soit venir sur cette case D3 qui est très forte. Alors c'est pour ça que le coup B4 n'est pas du tout positionnel. Maintenant, il peut être justifié de façon tactique. C'est ce qu'on va voir dans la partie. C'est ce qu'on va voir. Donc Étienne joue au 10e coup, donc le coup B4 qui attaque le cavalier de Beliavski. Et là, Beliavski, ça y est, entame une série de punch, on va dire, sur la position adverse. C'est exactement la bonne expression. Donc il joue D prend E6, sacrifie apparemment une pièce, disons que le cavalier C3 est donc en prise. voilà, il ne protège pas son cavalier, il répond à l'attaque par une contre-attaque en fait. Oui, oui, trois solutions pour répondre à une pièce attaquée. On le rappelle pour les amateurs, amateurs ou débutants. On l'enlève, on la défend, ou on interpose quelque chose entre l'attaquant et l'attaqué. Donc les trois possibilités. Ou la contre-attaque. Ou la contre-attaque. Ouais, ce qui est le quatrième coup, justement. Ce qui est la quatrième possibilité. Voilà. Oui, donc en fait, c'est souvent d'ailleurs le point qui est souvent négligé par les joueurs en fait, qui commencent à jouer aux échecs. Ils font plus attention à leurs propres pièces et à défendre leur propre camp, plutôt qu'à penser à attaquer le camp adverse. En fait. Davout, tu confirmes. Oui, tout à fait. Davout toujours très, très zen. Oui, Davout très zen, toujours. Donc ici, Étienne prend le cavalier C3. Donc très logiquement, Beliavski prend le cavalier D7 avec échec. Oui, parce qu'il faut récupérer évidemment la pièce, enfin, il faut essayer en tout cas, s'il n'y a pas de justification immédiate, de récupérer le matériel. C'est intéressant de signaler qu'il a pris en O6 pas en C6 parce que c'est un pion de centre qu'il prend. C'est beaucoup plus important qu'un pion centre. Il a pris un pion au centre plutôt qu'un pion sur l'aile. Voilà. Oui, oui, très bonne précision. Dame prend D7, et là, alors, objectif noir très simple, échange des dames. Pourquoi ? Les noirs ont clairement un roi plus faible qui est au centre et qui ne va pas roquer. Donc la dame étant une pièce d'attaque forte, si on arrive à échanger les dames, c'est bien. La finale sera mieux. Bien entendu, au 13e coup, Beliavski refuse cet échange et joue dame C2. Alors tout ça pour garder son potentiel d'attaque. Exactement. Oui, oui, pour garder un maximum de pièces susceptibles d'ennuyer le roi noir. D'autant plus que la dame D7, vous voyez ici, est assez mal placée puisqu'elle peut être attaquée par cette tour D1. Donc les blancs peuvent mettre une pièce en jeu avec tempo, c'est-à-dire jouer tour D1 attaquant la dame. Coup assez fort et assez agréable à jouer. Et qui gagne un temps, forçant les noirs à se défendre. Il prend C4, tour D1, donc toutes les pièces blanches sont prêtes pour participer à l'attaque sur le roi qui est resté au centre. Oui, 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 oui. Et ici, alors, Étienne joue G4. Alors là, l'idée est simple. Alors l'idée, c'est évidemment, c'est si les blancs jouent le cavalier, c'est probablement de venir s'échanger pour les noirs sur la case D2. Alors on peut voir rapidement une variante possible pour montrer. Voilà l'idée d'Étienne. Si le cavalier joue sur la case E5, voilà, puisque donc le pion est attaqué, donc on fait un coup, disons, de défense a priori naturel.
Là, maintenant, les noirs peuvent sacrifier un pion, Oui. hein, mais ils échangent une pièce d'attaque adverse. Donc c'est-à-dire qu'après dame D2, dame prend dame est forcé, Avec échec. pion prend avec échec encore, il faut venir prendre avec le roi, et là nous sommes en finale, les noirs ont momentanément un pion de Cavalier plus. prend E4, après Ah oui, tu en plus, récupères. tu fais bien de le signaler. Oui. Oui, les noirs. Cavalier prend E4, Oui. les noirs vont gagner la paire de fous, cavalier prend E4 échec, donc ils vont prendre le fou G3, ils auront la paire de fous un pion de plus, donc c'est absolument inacceptable pour Beliavski. Donc Beliavski est obligé de trouver encore une fois un coup d'attaque sur une de ses pièces, un coup de contre-attaque. Un coup de contre-attaque, donc il joue tour D1. Très logique, attaque la dame, comme on l'avait mentionné au coup d'avant. Alors l'avantage sur la variante précitée, d'abord ça attaque la dame adverse évidemment, et ça contrôle aussi cette case D2, donc ça va permettre au cavalier ensuite de bouger sans aucun problème. Probablement sur la case de 5 d'ailleurs. Donc, je voulais en revenir ici. Donc, Alors, on va- G4, peut-être c'est pas un bon coup parce que le fait, il n'a pas pu réaliser sur le plan que tu as indiqué, l'échange des dames. Et le fait, maintenant, il perd un temps. En plus, le cavalier, il va aller quand même en 5. Donc, le pion G4, on a perdu un temps. À la place de jouer au G4, on pouvait faire un coup utile. Oui, Peut-être. oui, probablement G4 est une faute, oui, Davout, c'est clair, puisque c'est faux sur le plan positionnel. Et si c'est pas justifié par l'échange des dames immédiat, ça ne peut pas être bon. Ça peut pas être bon parce Alors que... maintenant, Étienne avait une autre idée quand même. Il a vu un peu plus loin que ça. Donc c'est la suite de la partie, c'est ce qu'on va regarder. Il y a une pointe qui lui a échappé en fin de variante. Donc G4 a une idée intéressante. Il y avait d'autres coups effectivement, mais dans les autres cas, il y aurait quand même eu tour D1, petit roc, et les avantages blancs qu'on a déjà mentionnés aurait énormément quand même de fois. été important. Hein. Et les blancs avaient un avantage considérable. Je pense qu'ici déjà la stratégie noire a été un peu un échec, si la variante que tente Étienne ne marche pas. On va voir d'abord. Tour Donc, D1. tour D1. Donc c'est une tour. Alors ce qu'on peut noter, Éloi, c'est que l'avantage d'avoir sorti les pièces mineures aussi du côté dame, maintenant, une tour qui donc au départ est sur le côté de l'échiquier, rentre en jeu et a une action sur une colonne qui est une merveille, puisque c'est une colonne au centre en plus. Ah oui, oui, non, mais là c'est la seule colonne ouverte de l'échiquier. Elle est centrale. Elle vise pratiquement directement le roi ennemi. C'est tour D1, c'est le coup parfait. On le joue en attaquant la dame en plus. Donc c'est un coup qui ne pouvait pas. C'est un coup qu'il faut ne peut jouer pas être joué. sans réfléchir. Ouais. Dame B7. Maintenant, il faut bouger le cavalier attaqué. Donc cavalier E5. Que des coups normaux. Et là, Étienne contre-attaque. Et donc prend, au lieu d'aller en D2, ce qui n'est plus possible puisque la dame a été déplacée, il Donc prend là- le pion B2. Avec l'idée, encore une fois, il essaie de s'échanger. Mais les blancs n'ont pas intérêt, toujours pas à échanger, puisque c'est eux qui ont un potentiel d'attaque, le potentiel d'attaque le plus fort. Donc une fois de plus, les blancs refusent l'échange des dames et jouent dame à 4. Et là, on arrive vers la touche finale, je dirais. Alors dame à 4 menace. Menace, Éloi, multiples menaces là. Alors là, on peut s'arrêter là quand même, c'est quand même Là, il y a critique. Les pièces sont placées, la tour en D1, la dame en A4, le cavalier en 5. En fait, il ne manque aux blancs presque que le petit roc pour que toutes les pièces soient développées, alors qu'il reste encore 2 fous et 2 tours pour les noirs qui ne jouent quasiment pas. Déjà, je pense que les pièces sont suffisantes pour attaquer. Donc là, c'est pas facile à défendre. Donc c'est vrai que la combinaison, c'était pas facile à voir. Il n'a pas vu. Il pensait avec Dame B5, il y a un temps pour pouvoir s'en sortir. Alors là, Ouais. la menace évidente des blancs, Éloi, c'est dame prend C6, C'est- échec au roi, et on gagne la tour à 8, et c'est la partie finie. La partie s'arrête net. Oui, assez clairement. Donc ici, le coup d'Étienne, on va le montrer quand même. Il a joué dame B5, donc au 16e coup, des noirs dame B5. Donc, qui a Et l'air alors de- là, faites-vous la main, je dirais, puisqu'il y a une combinaison à trouver côté blanc, qui n'est pas trop compliquée. Donc après le 16e coup, donc, des mais qui est noirs quand dame même B5, surprenante. Qui est quand même qui- surprenante. C'est assez impressionnant, impressionnant de simplicité et d'efficacité à la fois. Donc dame B5, c'est vrai que ça peut sembler la justification. C'est-à-dire que peut-être qu'Étienne a vu, à partir du moment où il a lancé la combinaison avec G4, a vu cette position, mais n'a pas vu la pointe finale que vous devez être en train de chercher. Donc en tout cas, ce qu'on peut noter, l'intérêt du coup dame B5, c'est que ça empêche le coup suscité dame prend C6 avec échec. Maintenant, et les blancs, si les blancs prennent la dame adverse, le potentiel d'attaque des blancs aussi est diminué. Oui, d'autant plus qu'après, donc, la proposition qu'on peut mentionner ici, dame prend B5, c'est pas du tout très bon, quoi, puisqu'il y a pion prend B5. Les noirs rétablissent une structure de pion saine. Je dirais que dans la position précédente, il y avait quand même 3 pions doublés, hein, ici. Vous voyez, 3 pions doublés, donc totalement le contraire de l'efficacité. Oui, c'est des pions Contrôle très peu de cases. qui ne peuvent pas se soutenir Alors les uns que les passé autres. prend B5, donc les noirs ont 2 ou 3 pions de plus. Là, j'arrive plus à compter tellement il y en a. Donc il y a 2 pions de plus une structure de pion saine, plus le fait qu'on soit en finale. Donc gain noir pratiquement dans cette position. Dame prend Donc, B5 n'était pas du tout un coup acceptable. Mais là, tout simplement, Alexandre Beliavski trouve donc au 17e coup
Une super combinaison, évidemment, qu'il avait calculée presque depuis le début, on peut dire. Voire même chez lui. Voire même chez lui, ce qu'on appelle les lois des préparations. En fait. Préparation. Davout, toi, je sais que Davout a des variantes assez, je dirais presque entre guillemets perverses, puisqu'il connaît bien des systèmes spéciaux un peu étranges que tu connais très bien. Par exemple, la slave avec fou F4 ou ce genre de choses qui sont pas très courantes, Oui. mais que tu as bien analysé. Bon, en fait, c'est vrai que pour la théorie, il faut travailler beaucoup. Donc, j'aime bien de jouer des positions qui est stratégiquement riche, mais de intervertir des coups et puis entrer dans les milieux de partie avec l'ordre de coup un peu pas théorique. Donc, D'accord. Donc tu n'es pas un fanat des préparations maison qui se terminent au 35e coup? Si, j'aime bien de me préparer, mais sur quelque chose de nouveau que j'essaye de trouver, chercher moi-même. Voilà. Des fois, j'arrive à surprendre l'adversaire. Alors voyons ce qu'a pu préparer donc à la maison Alexandre Beliavski. Donc il joue ici, tour D8, échec. Surprenant. Moi, Assez surprenant. Je dirais c'est surprenant et c'est très joli parce qu'on donne une tour. Donc, on se demande ce qu'elle vient faire là, cette tour. On la donne, on fait un échec au roi, la tour n'est pas défendue. Voilà, donc. Et on va voir la justification. donc ici, Étienne a abandonné. Donc là, Étienne abandonné. voilà, ça c'est encore plus surprenant, je dirais, si on est un peu amateur d'échecs, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il abandonne? On va gagner une tour, tout va bien. Oui, donc alors allons-y, roi prend tour. Donc roi prend tour, forcé. Oui. Et ici, cavalier E5, prend pion C6 avec échec. Très joli parce que le cavalier en fait est protégé par rayon X. Le cavalier est protégé par rayon X puisque la dame en A4 défend le cavalier. Il est lui-même attaqué par la dame B5 qui maintenant n'est plus protégée par le pion C6. Alors pour simplifier, on prend le pion C6 avec échec. Le pion C6 qui défendait donc la dame B5. Donc tout simplement, il y a deux façons de parer l'échec, Éloi. Il y a deux façons de parer l'échec dans la donc position. tu vas être plus mathématique. Voilà, on va être plus mathématique. Le cavalier, on ne peut pas mettre de pièces entre le roi et un cavalier. Donc il n'y a que deux solutions pour parer un échec de cavalier. Soit on bouge le roi, soit on prend le cavalier. Première solution, si on bouge le roi, on voit que la dame B5 maintenant n'est plus protégée. Donc tout simplement, dame prend dame, et la partie est terminée, une dame de plus. Les blancs font le petit roc, ramassent tous les pions qui traînent. Voire même mat rapidement. Voire même un mat rapide. Deuxième solution, les noirs prennent le cavalier avec la seule pièce qui peut, c'est la dame. Mais maintenant, tout simplement, dame prend dame. Et encore une fois, on gagne la dame. Donc en fait, dans les deux cas, la dame d'Étienne est perdue. La position est une ruine aussi, parce qu'on peut noter que les pions vont être pris très facilement. Voire même, comme tu disais, encore une fois, une attaque de mat finale. Donc superbe victoire de Beliavski en 17 coups. En 17 coups, ouais, tout juste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Probablement un trou dans la préparation d'Étienne. Il avait dû s'arrêter un peu trop vite dans sa préparation. En tout cas, Beliavski n'a pas eu peur. Il a joué son jeu, il a joué très franc, très cash, et ça a payé par une très belle victoire.